Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Alavar pour cette nouvelle émission débrief de la Ligue 1 avec cette 26e journée que nous avons eue ce week-end à mes côtés pour parler un petit peu de cette 26e journée. Timothée, comment vas-tu ? Très bien et toi ? Ça va très très bien. Et puis Noah, supporter invertébré marseillais qui va venir nous parler de la régalade que Marseille nous a servi ce week-end. Comment tu vas ? Très bien et toi ? Ça va super et on va commencer justement par cette équipe de Marseille puisque c'était le premier match de ce week-end vendredi. Marseille qui recevait la Auxerre qui s'impose sur le plus petit des scores. 1-0, on n'est pas passé loin du 1 partout finalement, le but d'Auxerre a été annulé. Noah, ton ressenti un petit peu, je vais te demander forcément en tant que supporter marseillais, mais ton ressenti sur le match, tu as dit que tu n'étais pas convaincu par cette équipe de Marseille. Ouais, non. Le résultat il est là mais le match il n'est pas beau à regarder. La possession est vraiment stérile en fait et Marseille n'arrive pas à se créer d'occasion. On voit un but de Gouiri mais vraiment dans les derniers moments. Et franchement, ils ont réussi à arracher la victoire, c'est le principal on va dire. Mais c'est pas vraiment un beau jeu à regarder. Donc je ne suis pas du tout convaincu. Mais en tout cas, ça fait 3 victoires de suite en Ligue 1 pour Marseille, ce qui est quand même un bon résultat. Ouais, bien revenu dans la course à la Champions League, Oui, on va parler c'est ça, face à une mais équipe bon. de Lyon qui peine un peu plus. C'est pas convaincant. Timothée, est-ce que toi tu as quelque chose à rajouter sur cette équipe de Marseille Non, comme je Noah suis l'a dit, d'accord qui avec n'est pas Noah. convaincante globalement. Je suis d'accord avec Noah, on est sur la course aux 3 points là, pour Marseille depuis plusieurs matchs. Face à Lyon, ils l'ont dit clairement, l'objectif c'était la victoire, pas forcément avec la manière. Face à Toulouse et même face à Auxerre, on n'a pas parlé d'objectif, on n'a pas parlé de jeu, c'était vraiment les 3 points, la victoire et c'est tout, on remballe. Dans le contexte actuel pour Marseille, c'est une bonne chose je pense, de prendre les 3 points. Maintenant, dans la qualité de jeu et dans ce que propose cette équipe par rapport à l'effectif qu'ils ont, c'est très très insuffisant et je vois des joueurs qui ont vraiment du mal à se mettre au niveau clairement. On suivra ça évidemment avec cette équipe de Marseille qui pourrait tomber un petit peu plus en difficulté dès que ça sera des plus gros clubs, même si ils ont battu Lyon il n'y a pas si longtemps, mais ça pourrait être un peu plus dur sur la fin de saison pour cette équipe de Marseille, qui a quand même un avantage, c'est qu'ils ne jouent plus aucune coupe. Mais donc en termes de récupération là-dessus, ils vont être un petit peu... Non, je dis même pas ça pour taper sur Marseille, c'est vrai, il n'y a plus de Coupe d'Europe, il n'y a pas de Coupe de France, ils vont pouvoir un peu plus se remettre. Le premier match du samedi opposait Lorient à Lens. Je pense que sur le plateau, ici, tout le monde annonçait une victoire lensoise pour se relancer un petit peu. Et pourtant, on a eu la surprise, on a dit les Merlus, c'est toujours chiant à jouer à Lorient et ils l'ont prouvé encore ce week-end avec une belle victoire 2-1 face à cette équipe de Lens. Ouais, ils ont bien joué, c'était un beau match. Lorient a bien défendu, a réussi à être très efficace devant le but. Peu de tirs, mais des occasions qui ont permis de marquer. 2-1. Lens du coup ça va être compliqué pour le titre. Là, du coup, un match d'avance et 1 point de retard sur Paris. Ouais, Est-ce qu'on y croit ? Moi, j'y crois pas vraiment. Là, ça va être très compliqué pour eux de revenir, je pense. C'était l'occasion de passer provisoirement leader, vu que le PSG ne jouait pas, on en a parlé la semaine dernière. Mais ouais, c'est une occasion manquée de repasser leader. Pierre Sage, en conférence de presse, voulait s'assurer une qualification en Europa League. C'est une chose qui est manquée aussi. Après, voilà, on sait qu'on prend très peu de risques en disant que Lens va finir sur la deuxième marche du podium. Mais c'est une occasion manquée face à une équipe de Lorient qui, encore une fois, prouve qu'elle est vraiment une équipe sérieuse dans ce championnat. Le travail de Pantaloni, il est excellent. Et voilà, c'est une équipe qui est convaincante, qui est très, très intéressante à domicile et qui peut, comme le disaient les commentateurs sur Ligue 1+, pimenter sa fin de saison en allant un petit peu bousculer cette course à l'Europe peut-être et en essayant d'aller gratter quelque chose pour une compétition en Conférence League, pourquoi pas. Ils sont pas si loin, ils ont autant de points que Strasbourg. Pour l'instant, Lorient, il suffirait d'une ou deux victoires pour les remettre carrément dans le droit chemin pour cette course à l'Europe qui, on en parle depuis quelques semaines maintenant parce qu'elle est vraiment très haletante cette course à l'Europe. Bon, à part Paris et Lens qui se sont vraiment détachés du reste pour les 2 premières places. Mais derrière, c'est extrêmement serré, c'est compliqué de dire qui va avoir les places Champions, qui va les places Conference League, qui va avoir la place Europa League. Donc Lorient qui pourrait venir un petit peu s'inviter dans toute cette danse-là. Une équipe qui va un tout petit peu mieux, on ne va pas se mentir, ça va leur faire beaucoup de bien. C'est l'OGC Nice qui signe enfin une victoire, en plus à l'extérieur à Angers qui était plutôt en forme correcte récemment. L'OGC Nice qui se relance avec ce petit 2-0 et notamment ce somptueux lob de Eli Wahi sur le deuxième but. Est-ce que ça nous conforte un petit peu, ça nous rassure un petit peu ? On parlait beaucoup de Nice, notamment la semaine dernière dans la dernière émission de Ligue 1. On a beaucoup parlé de Nice comme étant une équipe qu'on pouvait voir potentiellement descendre, ou en tout cas aller sur les premières
place relégable et pourquoi pas en barrage. Est-ce que ce match face aux Angevins, il vous a rassuré, messieurs, pour cette équipe de Nice? Moi, il m'a rassuré. Dans le contenu, ils ont dominé ce match, clairement, face à Angers. Pourtant, on avait loué les qualités de cette équipe angevine la semaine dernière, qu'on n'a pas retrouvé pourtant chez eux dans leur stade face à Nice. C'était l'occasion de continuer et d'assurer à 100% maintenant le maintien. Nice a fait face à un très grand Hervé Kofi d'ailleurs dans les buts, qui a réalisé de nombreuses parades exceptionnelles et qui a maintenu Angers très longtemps dans ce match. Après voilà, comme on l'a sur l'illustration, le game changer de ce match, c'est Eli Wahi, de retour de blessure, qui rentre. Débordement sur le côté droit, centre parfait au second poteau pour Melvin Barr, et puis comme tu as dit, son lob exceptionnel. Rentrée parfaite d'Eli Wahi, qui prouve que ce n'est pas un mauvais joueur et qu'avec de la confiance, il est capable de faire de très belles choses. Je pense que Timothée il a tout dit, et du coup Nice qui creuse l'écart sur le barragiste. Je pense vraiment que du coup ils vont réussir à se maintenir et qu'ils peuvent même monter un petit peu en puissance et monter dans ce classement. Donc c'était un beau match, vraiment très offensif, et ils ont géré leur match du début à la fin. En plus Angers qui a eu 0 tir cadré dans le match, Ouais, donc un total manque d'efficacité offensif. Mais c'est assez rare pourtant de voir les Angevins comme ça manquer complètement leur rencontre. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus complètement passer à côté, mais clairement dans le contenu on a senti qu'ils étaient pas bons. Les Angevins, il n'y a pas d'autre manière de le dire. Ils n'étaient pas dans leur match et on les a sentis un peu en deçà. Il faudra se relancer le week-end prochain pour eux. Pour Nice, c'est la bonne opération. Vous l'avez dit, notamment pour le maintien, puisque l'AGIA a perdu contre Marseille, que Metz a perdu contre Toulouse, on en parlera juste après, mais aussi parce que Nantes n'a pas joué. Donc tu prends 3 points d'avance sur tous les relégables. L'écart se creuse entre ça fait beaucoup la de bien. 15e et la 16e place. Tout à fait, l'écart est en train de se creuser. Mais avant de parler de Toulouse, dont on parlera un petit peu après, enfin de Metz-Toulouse, dont on parlera un petit peu après, l'AS Monaco affronter Brest, on en parlait, ça risquait d'être un match explosif avec un AS Monaco qui se relance bien récemment, mais aussi une équipe de Brest qui montre des belles choses, qui veut être potentiellement un concurrent dans cette course à l'Europe et venir un petit peu titiller les places, pourquoi pas de Conference League, d'Europa League, avec un Ludovic Ajor qui plantait encore et encore et encore. Et finalement, cette équipe de Monaco s'est imposée 2-0 à domicile au Rocher face à cette équipe de Brest. Messieurs, Monaco qui est vraiment sur une belle lancée sur cette deuxième partie de saison. Très très belle lancée, ça fait 5 victoires de suite en Ligue 1. Et pas des moindres, victoire face à l'ancien leader Lens 3-2 à Bollaert, un match exceptionnel. On pouvait penser que Monaco était plutôt une équipe à réaction. Finalement, on voit les derniers résultats. Victoire au Parc des Princes la semaine dernière, on en a longuement parlé. Des victoires également face à Nantes, face à Angers aussi il y a 2 semaines. Donc voilà, c'est une équipe qui offensivement a retrouvé son efficacité. On pouvait parler depuis le début de saison d'un manque d'efficacité de cette équipe. Au vu des joueurs et du talent offensif qu'il y a, des Akliouche, des Balogun, des Golovin au milieu, voilà, c'est des joueurs créatifs qui sont censés permettre à cette équipe de prendre des points. Et là, clairement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Recrutement de Simon Adingra aussi cet hiver qui a fait beaucoup de bien. Il a marqué, je crois, 3 buts depuis qu'il est arrivé déjà en Ligue 1. Donc voilà, très, très, très intéressant cette équipe, très intéressante cette équipe de Monaco qui continue sur sa lancée. J'avais vu des supporters de l'Union Saint-Gilloise qui disaient que Pocognoli était un entraîneur qui mettait du temps à mettre les choses en place. On a été très sévère avec lui, j'ai été très sévère avec lui dès le début, mais en même temps il est arrivé dans une situation monégasque très compliquée. Et au final, on voit que c'est une équipe qui progresse bien. Et moi, je vais les suivre de près jusqu'à la fin de saison parce que je pense qu'ils peuvent vraiment aller titiller les places européennes, si ce n'est même la Ligue des Champions. Et qui a l'effigie un petit peu de cet Olympique de Marseille dont je parlais du fait qu'il n'y ait plus de coupe, un peu dans la même situation, on n'a plus de Coupe de France, on n'a plus de Coupe d'Europe. Ils peuvent du se coup, on va consacrer pouvoir qu'à se consacrer. Ouais, alors que dans la course à l'Europe, on a encore du Strasbourg, on a encore du Lille, on a encore du Lyon qui sont encore en Coupe d'Europe. Alors pour certains, peut-être ça s'arrêtera cette semaine, mais dans l'idée, on a quand même des joueurs qui sont un peu plus éreintés, certains qui vont jouer aussi la Coupe de France. Bon, Paris, je les mets un peu à part parce qu'avec l'avance qu'ils ont, normalement, ça ne devrait pas influer sur la course à l'Europe, en tout cas en dessous, on va dire, de la Champions League. Mais honnêtement, elle est là, cette équipe de Monaco est dans peut-être un alignement des planètes, on va dire, pour aller chercher, peut-être pas une 3e place, mais en tout cas aller titiller les places de Champions League. Pourquoi pas aller grappiller un barrage si Lyon lâche complètement ou si Marseille ne trouve plus ses aises, même si là ça va un peu mieux à Marseille. Il y a de la place pour cette équipe de Monaco. Strasbourg, Paris FC. Et globalement, on s'est fait chier. Soyons honnêtes, on va en parler. Ça fait 2 week-ends de suite avec Strasbourg qu'on se fait chier. Ça fait 2 week-ends de suite qu'on se fait chier avec Strasbourg, tout à fait. 0-0, Strasbourg qui peine énormément et qui est en train de lâcher beaucoup de points. On les comptait dans la course à l'Europe, on les comptait comme en fer de lance, en premier, on va dire, juste derrière ceux qui sont pour l'instant qualifiés. Et ils sont en train de complètement lâcher les joueurs de Strasbourg qui ont du coup autant de points que Lorient. On parlait de Lorient, maintenant ils ont autant de points que Lorient.
Ouais, bah, on sent que les joueurs ils sont fatigués, on sent du coup qu'ils ont ce match de plus de coupe d'Europe. Et bah, on sent que du coup qu'ils veulent vraiment, c'est ce qu'on disait un peu la semaine dernière, qu'ils veulent plus se concentrer sur la Conference League. Et que du coup, bah, en championnat, forcément, il y a des lacunes. Et bah, les résultats ne sont pas là. Et même contre une équipe du Paris FC, franchement, ils auraient pu essayer de s'imposer. Mais non, bah, le nul est mérité, hein. Pour moi, les joueurs de Paris ont bien joué, Et ont géré leur match. de l'autre côté, franchement. Comboiré qui du coup valide la plutôt bonne forme du Paris Ouais. FC et Du Comboiré tout continue sa lune de miel. Alors, on a quand même un élément, parce que je dis on s'est fait chier, c'est vrai, et en même temps, on a eu quand Oui, il y a même eu quand même du très contenu. bons gardiens, faut Ouais, le ouais. dire Ouais, aussi, c'est hein, vrai. d'un côté Match comme de de l'autre. gardien. Timothée, les gardiens ont été au rendez-vous, notamment Kevin Trapp du côté Kevin du Paris Trapp. FC. Kevin Trapp, je ne sais même pas s'il me surprend parce que ces années à Paris, moi, c'est celle que j'ai en tête forcément parce que en tant que supporter parisien et même, voilà, on est obligé de se souvenir des années Trapp. C'était très compliqué, mais c'était les années gardien de but au PSG qui étaient très compliquées dans leur globalité. Et là, c'est vrai que après s'être relancé à Francfort où il est retourné dans son pays d'origine et il a fait de très belles saisons, bah là, il vient apporter son expérience en Ligue 1. Et franchement, bah, le match d'hier, il était parfait de sa part. Il a fait des parades extrêmement importantes à des moments clés du match. Et ça permet au PFC de prendre un point extrêmement important dans la course au maintien. Comme on peut le voir au classement, de la 15e place jusqu'au 13e, on va dire le Havre avec le Paris FC et Nice, ça se détache complètement de la 16e place avec Auxerre. Et voilà, on sent qu'il y en a 3 quand même en bas qui ont beaucoup de mal. Et là, le PFC de Comboiré qui prend un point crucial pour la suite, clairement. Ouais, on parle des équipes qui ont du mal, les 3, tu disais, qui se détachent complètement. On va en évoquer une qui n'est pas passé loin d'aller chercher leur 4e victoire cette saison. On va parler forcément de Metz qui recevait Toulouse dans un match où tout le monde ici avait pronostiqué Toulouse, soyons honnêtes, Ouais. et qui a Ah, ça été partait le meilleur match peut-être de Ouais. ce week-end dans le contenu. 4-3 pour Toulouse avec un but à la 90 plus 9 pour remporter la rencontre. Et même, on va aller au-delà de ça, Metz a, si je dirais pas d'erreur, vous me corrigerez, mais a égalisé. Ouais, ça, il y avait 2-0 pour Toulouse et ils reviennent à 2 partout. Ouais. Enfin, Metz a montré du vrai Ah oui, bon bien sûr. niveau, quoi. Ouais. Donc, est-ce que cette équipe de Metz, je vous pose la question un peu en ouvert, on va pas forcément parler du match, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vous pose des questions un peu plus ouvertes parce qu'on parle beaucoup des relégués, des futurs relégués, des relégables. Est-ce que cette équipe de Metz peut se remobiliser sur cette fin de saison sans dire d'aller se sortir de la zone éjectable? Est-ce qu'ils peuvent aller accrocher un barrage, par exemple, et éviter une descente directe, selon vous? C'est compliqué quand même. Enfin, je ne serais pas optimiste pour eux non plus, mais c'est vrai que s'ils jouent comme ils l'ont fait là, à montrer du contenu, à être offensif, on peut peut-être attendre à ce qu'ils essayent de grappiller quelques points, voire essayer de titiller du coup Auxerre actuellement barragiste. Mais ça va quand même être compliqué pour eux, donc franchement, je suis plutôt mitigé. Moi, je suis plutôt tranché. Je pense que ce match, il résume la saison du FC Metz. C'est dans le jeu pas forcément mauvais. Là, en plus, hier, ils avaient l'efficacité offensive qu'ils n'ont pas depuis je ne sais combien de temps. Mais le gros problème, il est défensif. Je crois que c'est 58 buts encaissés depuis un certain moment. J'ai plus la stat, donc j'aurais pas dû la sortir, mais bref. Ils prennent beaucoup trop de buts. Et en fait, le but est à 99e. Malgré la très bonne performance des Messins qui ont quand même, dès lors qu'ils ont marqué le 2-1, le match était pour eux jusqu'au 3-2 pour Toulouse. Pour moi, cette équipe n'arrive pas à gagner, même quand elle produit du bon jeu. Et ils n'arrivent pas à tenir le score. Ils prennent une contre-attaque sur la dernière action. C'est pas une faute professionnelle, mais voilà, c'est dommage de ne pas avoir gratté un point. Et juste ce résultat, pour moi, résume la saison messine. Et je ne les vois même pas prendre 2 points encore jusqu'à la fin de saison. Ça va être très compliqué. Noah, donc un peu plus, toi, t'es un peu plus, Ouais, un peu plus mitigé. un peu plus mitigé, ouais, mais bon, c'est globalement, on reste sur un probablement pas pour Metz. Ouais. Une autre équipe qui n'a pas réussi à gagner hier, et pourtant on pouvait les attendre à gagner, même si il y avait quelqu'un sur ce plateau, il faut bien l'admettre, qui nous avait dit qu'il ne gagnerait pas. Eh bien, c'est Lyon qui a buté contre le Havre directement au stade Océane. Timothée, je crois que tu étais au stade en plus. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, voilà, toujours, moi j'aime bien quand tu as été au stade avoir le ressenti directement du mec qui était dedans, de cette équipe de Lyon, 65% de possession, qui n'arrive même pas à gagner contre un Havre réduit à 10. Alors, Havre réduit à 10 à la 55e. Je vais parler du carton rouge après. Là, on parle du contenu.
Vu du stade, l'OL, je m'attendais à un bien meilleur match de leur part, même si je pense que mon analyse sur la situation du match était plutôt intéressante dans le sens où Lyon a joué jeudi face au Celta, donc c'était sûr qu'ils allaient être émoussés physiquement. Et dans la situation actuelle, avec Fofana blessé, Soulch, tous les gros joueurs de l'OL qui sont blessés, et puis même les jeunes qui apportaient du sang frais se sont blessés aussi, comme Rémi Imbert cette semaine. Donc honnêtement, je m'attendais sur le papier à une victoire du Havre. Mais cette équipe du Havre, contrairement au dernier match, ne m'a pas déçu. Au contraire, elle m'a fait vraiment plaisir parce qu'on a retrouvé des principes de jeu, on a eu des occasions, 3 poteaux sur l'ensemble du match. Le Havre a dominé cette équipe de Lyon et aurait mérité la victoire. Maintenant, voilà, dominer n'est pas gagné, on connaît ce dicton par cœur. Si je peux revenir sur le carton rouge, je sais que c'est quelque chose qui peut diviser, on va dire. Parce que c'est, comme je te l'ai montré ce matin, une action au dernier défenseur. Moi, je le trouve très sévère et il a vraiment plombé le très bon début de deuxième mi-temps du Havre. Parce que ce carton rouge, il intervient dans un temps fort du Havre, juste après une occasion, c'est une contre-attaque lyonnaise. Et moi, je le trouve très sévère dans le sens où moi, vu du stade, j'étais vraiment face à l'action. On voit Zagadou qui court tout droit et on voit Hendrick qui vient couper sa course pour se mettre en plein dans les jambes du défenseur havrais. Et Zagadou, même s'il a la main sur l'épaule, ne tire pas Hendrick. Il a d'autres choses à faire que de lui rentrer dedans. Et finalement, c'est Hendrick qui lui met un coup. Très malin Hendrick sur le... C'est ce que j'allais dire, ouais. Très malin. Et moi, vu du stade, en tant que supporter havrais, ça m'a énervé. Voilà. Je comprends. Je peux le dire. Mais voilà, c'est le fait d'avoir été malin qui a payé pour Hendrick. On a eu un dernier match ce week-end qui était hier soir. Et pareil, on a eu des résultats surprises globalement sur tout le week-end. On s'attendait à ce que Rennes confirme sa plutôt bonne forme. On disait, on était même assez sûr, en tout cas sur le plateau, moi je ne m'exprime jamais bien sûr, mais tout le monde était à peu près convaincu que Lille allait continuer de buter contre les équipes qu'ils allaient affronter et donc peut-être sortir de la zone européenne. Et bien Lille se relance peut-être au meilleur moment cette saison avec une victoire 2-1 face à Rennes en plus. On est sur un excellent résultat pour les Lillois. Ouais, du coup Lille qui est l'exception, on dit que du coup les équipes qui jouent l'Europe souvent font des moins bons résultats en championnat. Justement Lille montre l'exception cette semaine en tout cas. Il y a eu un excellent Fernandez Pardo justement qui a marqué un but et qui a fait une passe décisive. Donc très bon match des Lillois. Par contre, d'un côté, Rennes n'a pas fait un mauvais match. Ils ont eu 2 fois plus de tirs. Rennes domine, 60% de possession sur le match. Oui, ils ont dominé. Il y a quand même, ils n'ont pas réussi à revenir au moins. Il y a 3 arrêts clés aussi du côté du LOSC. Ils s'en sortent quand même plutôt bien, cette équipe de Lille, avec cette victoire. Mais en fait, avoir un nul, je pense. Ils sont bien payés par leur très très belle entame de match, surtout, il faut le dire. On marque à la deuxième minute de jeu. Les deux. Parce qu'il marque à la deuxième et il marque à la 46e. Donc Fernandez Pardo, tu l'as dit, il a dynamité cette défense, il a choisi son soir clairement. Et moi je pense que Rennes peut avoir beaucoup de regrets. Je pensais justement, comme tout le monde ici, qu'ils allaient continuer sur cette belle lancée que Francaise a amenée. Et finalement, c'est une défaite qui fait quand même tâche parce qu'on parlait de Rennes dans la course à l'Europe. Moi je les voyais vraiment titiller les places européennes. Alors en cas de victoire, ils étaient 5e. Ils prenaient la place de Lille. Lille qui du coup va conforter sa 5e place, ne sera plus qu'à 3 points de Lyon désormais, puisque Lyon aussi a galéré et il suffirait d'une défaite parce que Lille, pourquoi pas, repasse dans les places Ligue des Champions. Effectivement, ça se resserre dans tous les points, donc on va suivre ça avec attention. On parlera un peu plus tard dans cette émission des matchs que nous aurons ce week-end avec encore des très très belles affiches pour la course à l'Europe. Mais avant ça, nous allons pouvoir partir sur un premier petit jeu, messieurs. Nous allons jouer aujourd'hui avec les joueurs de Ligue 1 qui ont marqué au moins 100 buts au 21e siècle. Ça peut être de toutes les époques, depuis l'année 2000, puisque j'ai commencé du coup à prendre à partir de 2000-2001, même si techniquement 2000 c'est pas le 21e siècle, mais c'était pour faire un peu plus large et puis pour avoir 12 réponses, donc un nombre égal. Vous pouvez techniquement faire égalité. Je vous laisse faire un petit pierre-feuille-ciseaux pour savoir qui commence. 1, 2, 3, pierre-feuille-ciseaux. Ce sera Timothée qui aura l'engagement. Mon cher Timothée, je t'écoute. Edinson Cavani. Edinson Cavani est une bonne réponse. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est une bonne réponse également. Il est premier. Zlatan Ibrahimovic est une bonne réponse. 2-1 pour Timothée. André-Pierre Gignac. André-Pierre Gignac est une bonne réponse. Il est à 102 réalisations. 102 Ouais.
Ah ok, je pensais que ça allait être dans l'ordre. Oui, bah en fait elles sont dans l'ordre, mais c'est à gauche Ouais, ok. les meilleurs, ensuite au milieu les moins bons et à droite les encore moins bons. Ça fait 2 partout. Alexandre Lacazette. Alexandre Lacazette est une bonne réponse, avec 161 réalisations. Bafétimi Gomis. Bafétimi Gomis est une bonne réponse, avec 122 réalisations. Nous sommes à 3 partout, messieurs. Il nous en reste 6. Non, il a jamais mis 100 buts. Donc là, il y en a un entre Mbappé et Lacazette. Il y en a un, alors qui est même, je peux vous le dire, à égalité de points exact, enfin égalité de buts exact avec Alexandre Lacazette. 160 pions, 161. Je vais dire. J'en avais un en tête et je l'ai perdu. Je suis quasi pas sûr de ma réponse, mais je vais dire Benzema. Benzema est une mauvaise Ouais, réponse. juste en dessous. Noah, tu as l'occasion de prendre l'avantage. Je vais dire Juninho, mais pour moi c'était Juninho pas est sûr une difficile. mauvaise réponse. Juninho n'a pas atteint la barre des 100 buts. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit là? Je peux commencer à vous donner des indices dans l'ordre décroissant, donc en partant de celui qu'on a marqué le plus de buts, puis en allant vers le plus bas. Je peux vous dire que celui qui se loge entre Kylian Mbappé et Alexandre Lacazette est un joueur qui est encore actif, même s'il n'est plus en Ligue 1. On a eu qui en Ligue 1 qui est passé, qui a claqué? Olivier Giroud? Olivier Giroud est une mauvaise réponse. Il n'a pas atteint les 100 buts en Ligue 1. Noah, encore une fois, pour essayer de passer devant, essayer de prendre l'avantage dans ce jeu. J'en avais un en plus. Attends. Allez, il me faut une réponse 5, Ouais. 4, 3, 2, Valbuena, Un. mais je sais que non. Valbuena est une mauvaise réponse. Je peux vous donner un autre indice. Le dernier club de la personne entre Kylian Mbappé et Alexandre Lacazette, le dernier club de cette personne en Ligue 1, était l'AS Monaco. Radamel? Falcao? Falcao est une mauvaise réponse. Ah ouais. Nous sommes sur Son dernier club en Ligue 1? son dernier club en Ligue 1, c'était l'AS Monaco. Nous sommes sur un joueur français. Ah, Deuxième je indice. voulais le dire dès le début, Noah. je crois que je l'ai. Non, bah vas-y, dis-le, parce que j'ai pas. Ah, toujours en activité, on est d'accord. Toujours en activité. Il a des polémiques autour de lui? Il a quelques polémiques autour de lui. Je voulais le dire dès le début, mais Ben Yedder. Wissam Ben Yedder Ah, est ouais. une Il a autant de buts en bonne Ligue 1. réponse. Il a marqué 161 Ok, fois en Ligue 1. Je pensais pas. Donc il a planté énormément Ben Yedder. On parle toujours de football. Oui, heureusement. Noah, pour essayer d'égaliser. Je voulais le dire dès le La début. personne qui est en 4e position, je vais vous donner les indices petit à petit, donc qui est entre Alexandre Lacazette et Edinson Cavani, a joué dans 2 clubs en Ligue 1. C'est le joueur, je peux te donner un autre indice, qui est le plus vieux de la liste. Ouais, En tout cas, donc ça le date un plus peu. Quoi. ancien. Ouais, ça date un peu. Je vous donnerai la période d'activité exacte après, mais c'est trouvable. Bon, je sais que c'est En pas fait, lui, mais depuis tout à Ben l'heure, Arfa. je focus sur des Ben Arfa Français. est une mauvaise réponse. Oui, effectivement, c'est pas que des Français. Hein. Gardez ça à l'esprit. Je vais vous rajouter un autre indice. Ce joueur a donc fait 2 clubs en Ligue 1. Ces 2 clubs sont, et là je pense que du coup Timothée l'aura, les Girondins de Bordeaux dans un premier temps, puis le Paris Saint-Germain. Bordeaux et le PSG. Le plus vieux, De la Ah. liste, c'est le plus ancien. Paoletta? Pedro Miguel Paoletta est Comment je le une sors pas bonne réponse. Noah, est-ce que tu as une idée pour répondre? Sinon, je peux commencer à vous redonner aussi des petits indices. Non, ouais, j'ai pas d'idée. Il y en a qui ont 100 buts pile. Il y en a Bah, un il qui y en a a un qui a 102, 102, donc. tout pile. Ouais. Il y en a un qui a 101, du coup. Il y en a un qui a... Alors après, tu vois, ça va pas forcément dire grand-chose, parce que Ben Yedder et Lacazette, ils ont 161 tous les deux. Mais effectivement, pour vous dire, il y a 100 pour le moins bon. Le moins bon, on parle de 100 buts en Ligue 1 quand même. 101, 102. Ensuite, on est sur du 102 encore. Et la dernière personne qui manquera est à 103. Et Noah, je vais te donner un indice qui devrait t'aiguiller. C'est un joueur emblématique de l'Olympique de Marseille, qui est juste en dessous de Zlatan Ibrahimovic dans le classement. Un joueur emblématique de l'OM. Ah, il me faut une réponse 5, Toi, tu l'as? Non, 4, je pense pas. 3. Je pense pas. 2. Je vois pas qui aurait pu mettre son but.
c'est Moi, noté. je pense à une légende africaine, mais ça m'étonnerait. Tu peux le tenter. J'aurais dit Drogba, mais je sais qu'il a fait qu'une saison à l'OM. donc c'est Drogba pas ça. est une mauvaise réponse. Je vous ajoute un autre indice, c'est un joueur dont la vitrine de trophées est vide. Entièrement vide. Ok. À l'exception d'une coupe. De lait. Je sais Non. même plus c'était quoi exactement. C'est une coupe Oui, je l'ai, je crois. Il y a de la plus de région 100 d'origine de ce joueur. Sans but. Qui est la seule chose qu'il a dans son palmarès qui n'est même pas du coup vraiment une coupe. Et il a été beaucoup vanné notamment sur le fait qu'il ait jamais eu de trophée. Tu l'as pas? Ah ouais, non. Je sais pas du tout. Jeudi? Tu peux le dire. Payet. Nous sommes sur Dimitri Ah ouais Payet Ouais, qui a marqué je l'aurais jamais mis dans 103 cette fois liste. en Ligue 1. Et, ouais. Je pensais que c'était Et là, un ça passe va décisif. se corser. Déjà, bon, Payet, c'était déjà un peu plus dur. J'ai un Honnêtement, guess, pour mais les 3 derniers, ça va commencer à se corser un petit peu. Vraiment un petit peu Il plus. y a des joueurs français encore? Nous avons encore des joueurs français. C'est toujours récent. Moi j'ai ou un pas guess, un mec qui a joué à Bordeaux, qui a joué à Lyon. Tu peux y aller si tu veux, n'hésite pas. Bah, ça, non, ça doit. Ouais, ça Ça doit. C'est toujours récent ou pas les trois là? Non, c'est pas vraiment récent. Enfin, Là, là, au moins 10 ans quoi. le joueur qui est Ouais. 4e, il a 40 ans aujourd'hui. Donc, on n'est pas sur un joueur récent Moi, non j'ai un plus. guess, mais je sais pas s'il il a mis son pion quoi. International français, passé par Rennes, passé par l'Olympique Lyonnais, passé par Bordeaux. Guingamp et Bordeaux. Jimmy Briand. Je voulais le Jimmy dire. Briand Ah ouais. est une bonne réponse, effectivement. Je voulais le dire. Il est à égalité de but avec André-Pierre Gignac. Il en reste 2, messieurs. Le dernier, peut-être, enfin celui qui est là, on va dire, sans une réalisation, je peux vous dire qu'il est passé par plusieurs clubs de Ligue 1, déjà, qu'il est aussi allé en Espagne, notamment après. C'est un joueur qui a joué en France, en tout cas à Strasbourg, à Lorient et au Paris Saint-Germain. Noah. International français, il a marqué 3 buts en 13 sélections avec l'équipe de France entre 2010 et 2017. Il a pas joué à Monaco? Non, il n'a pas joué à Monaco. Ok, j'ai pas. alors. Non, est-ce que tu as une idée? Non, franchement, aucune Pas du idée. tout. Si je vous dis qu'après, il est parti à Séville, où il a marqué 67 fois en 145 matchs. Il est parti ensuite à l'Atlético de Madrid, il est allé à Valence et il est revenu. Gamero. Kevin Gamero est une bonne réponse. Je veux dire, il est revenu à Strasbourg, lui qui était formé là-bas. Enfin, formé là-bas. Oui, si, qui a, Oui, il a qui été formé qui a été là-bas. formé là-bas pour le coup. Mm. Donc voilà. Et le dernier joueur, nous sommes sur. Alors attendez, que je reprenne la page de la personne pour ne pas vous dire d'erreur sur les clubs que la personne a fait. Nous sommes sur un joueur qui est passé par l'Olympique de Marseille, notamment, mais pas que, puisqu'en France, c'est un joueur qui a été formé quand il était vraiment petit au Havre, mais ensuite surtout à Troyes. Il est allé au FC Metz en prêt, avant d'aller à Strasbourg, l'Olympique de Marseille, de 2005 à 2010 à l'Olympique de Marseille, et ensuite il est parti au Fenerbahçe pendant 1 an, à Al Sadd au Qatar pendant 3 ans, où il a été prêté au Beşiktaş aussi. Il est revenu en France de 2014 à 2015 pour le AC Arles-Avignon. Donc on parle d'un club qui était 2014-2015 déjà bien redescendu. Nous sommes sur un joueur sénégalais avec 58 sélections pour 20 buts avec sa sélection. Un joueur qui a marqué donc 100 buts en Ligue 1, avec la grande majorité avec l'Olympique de Marseille, puisque sur 227 matchs joués avec l'OM, il en a marqué 100, toutes compétitions confondues. Mamadou So? Non. Quelle est ta réponse? So? Non. C'est bien Mamadou par contre. Putain. Moi peut-être. Attends, mais ça se trouve, je confonds. Mamadou. Niang. Mamadou Niang Bah est oui. une Ah bah excellente oui, oui. réponse. Voilà. Les 12 joueurs donc qui ont réussi à marquer ces 100 buts. Sachez que le joueur encore en activité C'était le Moussa plus So, près, en plus, j'ai whipping. le joueur en activité le plus près, en tout cas qui est en activité en Ligue 1 aujourd'hui, je n'ai pas la statistique du nombre de buts exact, mais c'est Florian Thauvin, qui Ouais. est je crois à un peu plus de 90 réalisations en Ligue 1, donc peut-être ouais. que Flotov, Soit s'il dans ce refait au moins classement. une saison, peut-être avec Lens, là ça va peut-être un petit peu être court pour cette saison, mais Ouais. s'il refait une saison avec L'année Lens, c'est prochaine. pas impossible qu'il aille atteindre les 100 réalisations en Ligue 1 et donc venir parfaire un petit peu ces 12. Franchement, il y a des noms. Très sincèrement, bon, évidemment, il y a des évidents, je veux dire, des Mbappé, Ben Yedder. Globalement, tu prends toute la colonne de gauche et toute la colonne du milieu, Oui, ça reste c'est évident. vraiment trouvable. André-Pierre Gignac, c'est pas si dur, si tu te rappelles qu'à l'époque, il a beaucoup planté, etc. Mm. Alors, par contre, Jimmy Briand, Kevin Gamero et Mamadou Niang, Briand, je voulais le dire dès le début, mais je me il suis fallait y dit penser. sans- Franchement, il fallait que ça vous revienne. Bon, c'est une victoire de Timothée, en Bien tout joué, cas bien pour ce jeu. Ce sera le seul jeu aujourd'hui pour des questions de planning. En parlant de planning, nous allons pouvoir aborder tranquillement les matchs de ce week-end qui apparaissent sur vos écrans en même temps que nous en parlons. Nous commençons vendredi. Et si on va faire assez rapidement, je vais vous demander votre pronom, un petit brief vite fait, mais des enjeux. Donc, on sera vendredi à 20h45 avec le RC Lens qui accueille
le SCO d'Angers, c'est l'occasion pour Lens de se relancer après bien le match perdu contre Lorient. Ah oui, bien sûr. Je pense vraiment que la Lens peut faire quelque chose. On sent qu'Angers, en plus, est sur une méforme. Donc Lens doit performer et puis doit essayer de continuer à recoller au Paris Saint-Germain. Petit score, Noah, petit score, Timothée, sur ce Lens Angers SCO. 3-1, Lens. 3-1 pour Lens. Idem. 3-1 pour Lens, très bien. Toulouse-Lorient, on est sur de la bagarre de milieu de tableau. Lorient, on l'a dit, qui commence peut-être à rêver d'Europe. Ça peut être l'occasion côté Merlu d'aller confirmer justement cette tendance, sachant qu'il pourrait y avoir des faux pas dans d'autres clubs un peu à droite à gauche. Un petit pronostic pour ce Toulouse-Lorient, messieurs. Moi, je suis sur 2 partout. 2 partout, très bien. Un match très ouvert. 1-0 pour Lorient. 1-0 pour Lorient, un match très fermé du coup. On Ouais. est vraiment sur les deux extrêmes. Auxerre qui reçoit le Stade brestois, donc peut-être l'occasion pour Brest de se relancer après sa défaite de ce week-end. Ou, à contrario, l'occasion pour Auxerre, pour Auxerre de se relancer aussi et d'aller, pourquoi pas, se rapprocher petit à petit de Nice. Un petit prono, messieurs. 1 partout. Un partout, très bien. 2-1 pour Brest. 2-1 pour Brest, pas de souci. Premier choc, je pense, de cette journée, même si Il y en sur a le plusieurs. papier, Ouais. enfin, sur le papier c'en est un, mais on va dire au vu de la saison, ça l'est moins. L'OGC Nice qui reçoit Paris après avoir remporté leur match, c'était face à Angers. Oui, c'est ça. Ouais. Donc Ce après avoir week-end. remporté leur match face à Angers ce week-end, ils accueillent le Paris Saint-Germain qui sortira de sa double confrontation face à Chelsea, mais aussi d'une petite semaine de repos entre les deux matchs de LDC. Un petit pronostic pour ce match, est-ce qu'on voit Nice profiter de cette occasion d'un Paris un petit peu affaibli pour remonter au classement, ou est-ce qu'on voit Nice sombrer dans la Méditerranée? 2-1 Paris. 2-1 pour Paris, 3-1 pour le PSG. 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Très bien. Ensuite, le 22, nous aurons à 15h. C'est un joli match pour un dimanche Ouais. après-midi. Ouais, Franchement, pour un dimanche c'est un joli 15h, match. c'est vrai. L'Olympique lyonnais qui reçoit l'AS Monaco. On a beaucoup parlé de course à l'Europe. Là, on est en plein dedans. Ouais. Avec Lyon qui est Très 4e bon match. et Monaco qui est aux portes des places qualificatives. Ou qui sont dans les places. Non, ils sont aux portes des places qualificatives, il me portes. semble. Ou pas loin en tout cas. Un petit pronostic, messieurs. Est-ce que Lyon peut se relancer sur ce match, hein? Lyon, on est quand même sur 3 derniers matchs qui ne sont pas extraordinaires, hein. Il y a le match nul au Havre. Avant ça, c'était match nul. Ils n'ont pas gagné depuis 4 matchs. Enfin, voilà, ils n'ont pas gagné depuis 4 matchs. Avant ça, il y avait la défaite contre l'Olympique de Marseille notamment. 5 matchs. Est-ce que c'est le moment de Ouais, se 5 matchs. relancer côté Lyon, ou est-ce que l'AS Monaco, qui est en très grande forme, va venir encore une fois venir perturber un petit peu les plans des Lyonnais? Très serré, mais je m'attends à un nul, donc 2 partout. De partout, très bien. Moi, je m'attends à une victoire de Monaco. Je pense qu'ils vont réussir à tenir la cadence. Donc, un 2-1 pour l'ASM. Ok. Rennes qui accueille Metz, je pense que là-dessus, ça va être assez rapide. Un petit prono, messieurs. 2-0. 2-0 pour Rennes. Rennes, ouais. 3-0 pour Rennes. 3-0 pour Rennes, bon, je ne fais pas plus de débat globalement. Match du bas de tableau, un petit peu, même si les Très, deux clubs très sont un petit peu important. remontés. C'est un Ouais. match extrêmement important pour sécuriser le maintien entre le Paris FC qui accueille, qui accueillera et le Havre qui se déplacera. Le Havre en plutôt bonne forme, le Paris FC aussi récemment. Un petit prono, messieurs, est-ce que la magie Comboiré continue, ou est-ce que Un partout. les Havrais je vont pense. réussir à chercher au moins un match nul pour toi? Est-ce que Ouais. Timothée, tu Match partages cette nul. analyse? Bah, moi, je partais aussi sur un partout, mais je vais rester sur un partout, même si je crois à la victoire du HAC. Ok, Évidemment. un partout, donc on a le même prono. Chaque fois. Encore une fois, un match important pour cette course à l'Europe, avec, on l'a dit, Lille qui avait réussi une Marseille-Lille très belle à performance 17h15. le week-end dernier, et qui là, tu as raison, se déplace à Marseille, effectivement à 17h15, alors qu'il y a le Nantes-Strasbourg. Ouais. Ouais, c'est vrai. Des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Marseille donc qui accueille Lille, fond de bataille européenne, en tout cas bataille pour l'Europe pour ces deux équipes. Qu'est-ce qu'on voit comme résultat au Vélodrome Noir? 2-1 Marseille. 2-1 pour Marseille. Ouais, je vois une victoire de l'OM aussi, je pense 2-0. moi. 2-0 pour l'OM, très bien. Et enfin, en conclusion de cette soirée, c'est ça de se demander pourquoi ils ont mis le match à cet horaire-là. Personne ne va le Un regarder. dimanche Oui, c'est soir, le FC Nantes Vraiment. qui reçoit le Racing Club de Strasbourg. Je suis en train de me demander si c'est pas moi qui ai fait une erreur en faisant les affichages. C'est mais il me semble que possible. c'est vraiment ça les matchs, parce que ça me paraît bizarre qu'ils aient pas mis. Je vais vérifier quand même parce que ça me paraît vraiment bizarre qu'ils aient pas mis Marseille-Lille en prime time. Ouais, Prime, ouais, Je vous dis, j'ai fait Strasbourg l'affiche en hier prime. soir, il y a un bon doux, un peu fatigué, j'ai louché entre deux matchs. Je vais vérifier parce que je trouve ça vraiment curieux. Non, je me suis pas trompé, c'est bien ça. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Donc Nantes qui reçoit Strasbourg, Nantes qui a eu pas mal de repos puisqu'ils n'ont pas joué Ouais. contre le PSG ce week-end. Et à côté, une équipe de Strasbourg qui peine à rallumer un peu les gaz, qu'on sent complètement cramés, qui sortira aussi de son match retour de Conference League qu'on sait être de haute intensité parce qu'en face, Rijeka, ça y va, même si là, ils seront à domicile. Un avis, messieurs, sur ce petit Nantes-Strasbourg? Est-ce qu'on y croit pour la FC Nantes pour essayer de se relancer un petit peu avec leur nouveau coach? Pourquoi pas? Moi, je confirme la méforme de Strasbourg en Ligue 1, donc un partout. Un partout.
Beaucoup de matchs nuls du côté de Noah sur ce week-end. Toujours, C'est vrai que c'est beaucoup. Je vais mettre un partout aussi, je pense. Un partout aussi, très bien. Bon, notre match nul. Voilà un petit peu pour les pronos de nos consultants. Nous, on va se laisser là pour aujourd'hui. C'est une émission un petit peu plus courte que d'habitude, mais ne vous inquiétez pas, on reviendra très fort en fin de semaine avec l'émission Europe, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire entre le Paris Saint-Germain, entre le LOSC, entre l'Olympique Lyonnais, entre Strasbourg, et puis même de manière générale, entre toutes les confrontations qu'on aura eues notamment en LDC. On aura une très très belle émission, bien sûr, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Alavar sur laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur nos réseaux sociaux, vous aurez du contenu court par rapport aux émissions, en tout cas des choses que vous avez peut-être déjà vues, mais aussi du contenu exclusif sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas, le TikTok, le Insta, la page Facebook de Alavar, tout ça c'est disponible dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous et on se dit à bientôt sur Alavar.